et c'est mon père qui a prévenu ma mère. Voilà, alors là, j'ai plus que 2 ans, hein. Bonjour à tous mes chers amis, il y a des affrontements qui marquent à jamais l'histoire du petit écran. Ce soir de 1997, la France assiste, médusée, au crash en direct entre un monstre sacré du cinéma, Patrick Timsit, et les nouveaux rois de l'audimat de TF1, Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Si l'on pouvait figer cette scène, faire un arrêt sur image, gommer tous les figurants en arrière-plan, effacer tout le texte du décor, pour ne garder que le centre de l'action, avec la netteté chirurgicale d'un objectif de 85 mm et un bokeh absolu tout autour. Que verrions-nous ? Patrick Timsit se lève brusquement. Son visage, d'ordinaire si radieux, bascule dans une expression de tristesse profonde et de colère froide. Face à lui, Bataille et Fontaine tentent désespérément de sauver les meubles avec des sourires crispés. Dans quelques secondes, Timsit va pulvériser les codes de la télévision. Il va renoncer à une promotion en or et emporter le public avec lui vers la sortie. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a poussé cet immense acteur à jeter son mépris au visage des animateurs vedettes ? C'est l'histoire d'un homme qui, le dos au mur, a refusé de vendre son âme. Pour comprendre ce séisme, il faut replanter le décor. Vous qui avez mon âge, vous vous souvenez de la télévision de notre jeunesse, le temps des belles lettres, de Bernard Pivot, de l'élégance à la française et du respect de l'artiste. Mais en 1997, cette époque dorée agonise. La course à l'audimat impose la trash TV, la télé-poubelle. Le public ne voudrait plus d'art, mais du voyeurisme. Il faut gratter l'intime, humilier pour divertir. C'est dans ce climat que Bataille et Fontaine lancent N'y a pas photo. Un concept redoutable, on n'interviewe plus, on piège. La célébrité n'est que de la chair à canon. Et pour leur première, ils invitent Patrick Timsit. À l'époque, il est au sommet. Mais ce que le duo feint d'ignorer, c'est la fêlure de l'homme. Derrière l'humoriste, il y a un pied noir arraché à l'Algérie à l'âge de 2 ans. Pour cet homme forgé par l'exil, le cocon familial est un sanctuaire inviolable. Ce soir-là, Timsit arrive fier de défendre Marquise, un film d'époque somptueux avec Sophie Marceau. Il s'attend à parler d'art. Il ignore qu'il entre sur un champ de mine. Dès le départ, la culture ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est l'abattre. Mais quelles sont donc ces questions d'une indécence inouïe, capable de transformer Timsit en un justicier implacable ? Le générique retentit. Les applaudissements du public explosent dans le studio. Patrick Timsit fait son entrée. Il porte ce sourire généreux, presque enfantin, qui l'a rendu si populaire dans le cœur des Français. À cet instant précis, l'acteur est encore plongé dans une illusion. Celle de la courtoisie télévisuelle, cette vieille tradition d'accueil et de bienséance qu'il a toujours connue et respectée. Il s'assoit, détendu, prêt à se livrer au jeu classique de la promotion. Il porte sur ses épaules l'ambition magnifique de Marquise, un film réalisé par Vera Belmont, une fresque historique exigeante, une ode au XVIIe siècle. Un film où il donne la réplique à la rayonnante Sophie Marceau, véritable incarnation de l'élégance à la française. Dans l'esprit de Patrick Timsit, le contrat moral de cette soirée est d'une clarté absolue. Il offre son temps précieux, sa notoriété, son charisme, et en échange, on lui offre une tribune pour parler de son art. Il s'attend à évoquer Molière, Racine, la beauté des costumes d'époque. Il espère retrouver ce respect mutuel, ce pacte tacite de l'intelligence qui liait autrefois présentateur et artiste. Mais en face de lui, Pascal Bataille et Laurent Fontaine n'ont pas l'intention de jouer cette partition. Leurs fiches, posées sur la table, ne contiennent aucune critique cinématographique. Leurs fiches sont un plan de bataille. Le premier coup de poignard ne tarde pas à frapper. Avec une désinvolture terrifiante, un sourire presque carnassier accroché aux lèvres, le duo d'animateurs avoue d'emblée une chose effarante, ils n'ont même pas pris la peine de voir le film. Imaginez le choc. Pour un comédien qui a passé des mois sur un plateau, qui a mémorisé des textes complexes, qui a sué sang et eau pour donner vie à un personnage historique, s'entendre dire par ses hôtes qu'ils n'ont pas daigné visionner son travail, c'est une gifle monumentale. C'est le mépris total de l'artisanat, érigé en système. L'œuvre d'art n'est plus qu'un prétexte, un vulgaire paillasson
sur lequel on s'essuie les pieds avant d'entrer dans la boue. À cet instant précis, regardez les images d'archives. Vous pouvez voir le regard de Patrick Timsit basculer. La bonhomie s'efface brutalement. Les traits de son visage se figent. La méfiance froide et calculatrice s'installe dans ses yeux. L'acteur comprend brusquement que les sourires mielleux de Bataille et Fontaine ne sont que la façade d'un abattoir médiatique. Les projecteurs ne ressemblent plus à la lumière chaleureuse d'un théâtre, mais au néon blafard d'une salle d'interrogatoire. Il réalise avec effroi qu'il n'est pas là pour célébrer le cinéma. Il est la proie du soir, le cobaye. La viande fraîche jetée au lion affamé de l'audimat. Le duo d'animateurs, enivré par sa toute-puissance sur la première chaîne d'Europe, ne perçoit pas le danger. Ils pensent avoir affaire à un invité docile. Ils ignorent qu'ils sont en train de réveiller l'instinct de survie de l'homme blessé. Forts de leur impunité, ils délaissent définitivement le cinéma pour s'engouffrer dans le caniveau. Ils arment le fusil de la vulgarité. Mais quelles sont exactement ces paroles d'une bassesse inouïe ? Ces provocations intimes qui vont transformer ce malaise naissant en un volcan de colère irrépressible. Bataille et Fontaine posent leur première question. Lourde, vulgaire ? Ils ne parlent pas de la justesse du jeu de Sophie Marceau. Ils demandent avec un rictus de vestiaire « Alors elle est bonne, Sophie Marceau ?» Silence sur le plateau. Rabaisser une icône du cinéma français à une simple remarque de comptoir. C'est déjà une insulte à l'intelligence. Mais Timsit encaisse. Il serre les dents. Le duo, croyant avoir trouvé le bon filon, décide de creuser plus loin, de frapper là où ça fait vraiment mal. Il quitte le cinéma pour s'enfoncer dans l'intimité absolue de l'acteur. Il lui pose alors la question de trop, celle qui va tout faire exploser. Patrick, en tant que père de famille, avez-vous peur que vos enfants soient enlevés ? Arrêtons-nous une seconde. Pour vous et moi, c'est une question d'un cynisme effroyable. Mais pour Patrick Timsit, c'est une profanation. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, Timsit est un enfant de l'exil. Un enfant qui a connu la peur, la fuite, la perte de tous ses repères en quittant sa terre natale. Pour cet homme, la sécurité de sa famille n'est pas une vulgaire anecdote de talk-show. C'est son sanctuaire. Utiliser ses enfants, utiliser la peur viscérale d'un père pour faire grimper la courbe de l'audimat, c'est la ligne rouge, la ligne de non-retour. Un silence pesant, interminable s'abat sur le studio. Pendant quelques secondes, on peut presque entendre la tempête sous le crâne de l'acteur. Avaler la couleuvre pour sauver la promotion du film, ou tout brûler pour sauver son honneur. La décision est prise. Patrick Timsit se redresse. La voix grave, tranchante, il lâche ses coups. Il regarde Bataille et Fontaine droit dans les yeux. Il ne crie pas. Pire, il les méprise. Il pointe du doigt la vacuité de leur concept et qualifie leurs questions d'une seule expression. Il les traite publiquement de poubelles, de merde. Les deux animateurs, soudainement blêmes, tentent de reprendre le contrôle de leur émission. Trop tard. Le fauve est lâché. Timsit ne se contente pas de les insulter. Il accomplit alors un geste inouï, un geste d'une puissance télévisuelle absolue. Il se lève de son fauteuil, il tourne le dos aux présentateurs, les effaçant totalement de l'équation, et il s'avance vers le public, vers ces gens ordinaires, vous et moi, venus assister à une émission de divertissement. Il les regarde et leur demande, avec une sincérité désarmante, « Est-ce que vous aussi, ça vous ennuie autant que moi ? Est-ce que vous trouvez ça aussi nul que moi ?» Et là, le miracle se produit. Une partie du public, électrisée par la rébellion de l'artiste, se lève à son tour. Timsit marche vers la sortie, et derrière lui, des spectateurs le suivent. Il vide le plateau. Il laisse Bataille et Fontaine seuls, face à leur caméra, seuls face au vide sidéral de leur propre médiocrité. Le crash est total, historique. Mais croyez-vous que l'histoire s'arrête une fois les portes du studio lourdement refermées ? Que s'est-il réellement passé dans la moiteur des couloirs de TF1, loin des regards indiscrets ? Les lourdes portes du studio se referment dans un claquement sec. Fini les néons aveuglants, fini les sourires de façade. Nous sommes maintenant dans les entrailles de TF1, les couloirs étroits, les loges, les coulisses. Pendant près de 30 ans, mes amis, la France entière a cru que l'histoire s'arrêtait là. Nous pensions tous que Patrick Timsit, fidèle à son élégance, avait simplement rejoint sa loge, enfilé son manteau et quitté le bâtiment dans un silence méprisant. Mais la réalité est infiniment plus brutale. Ce n'est que très récemment.
fin avril 2026. Au micro de l'émission Culture Média sur Europe 1, Patrick Timsit a enfin brisé l'omerta. Il a dévoilé le secret de cette nuit-là. Un détail caché, étouffé par la chaîne pendant des décennies. En franchissant les portes du plateau, la colère de l'acteur ne redescend pas. Au contraire, l'adrénaline bouillonne, irrigue ses veines. Il n'est plus l'amuseur public. Il est l'homme bafoué. Dans l'effervescence des couloirs, il tombe nez à nez avec l'architecte de ce désastre, le producteur de l'émission, l'homme de l'ombre, celui qui a validé les questions, celui qui a savamment orchestré le piège. Oubliez le vernis parisien, le ton monte instantanément, les mots claquent comme des gifles. Timsit, littéralement hors de lui, s'approche. La fureur dans les yeux, il est prêt à en découdre. Il l'a avoué lui-même avec une franchise glaçante. On a frôlé l'altercation physique. Il a fallu l'intervention in extremis de personnes présentes dans les couloirs pour les séparer. Pour éviter qu'un des acteurs les plus aimés de France ne règle son compte au point avec un dirigeant de la télévision. Imaginez la tension électrique dans ce couloir étouffant. L'odeur de la sueur, les cris étouffés pour ne pas alerter la presse. Puis, l'échauffourée retombe. Timsit est exfiltré. Il quitte enfin la forteresse de béton de TF1 et se retrouve dehors dans le froid de la nuit parisienne. Seul, c'est une solitude vertigineuse que celle de l'homme qui vient de dire non. Debout sur le trottoir, il sait parfaitement ce qu'il vient d'accomplir. Il vient de déclarer la guerre à la première chaîne d'Europe. Il risque les foudres des dirigeants, le boycott, la promotion de son film est ruinée. Mais en respirant l'air glacial, il ne ressent ni peur, ni regret. Il ressent la liberté absolue de celui qui a refusé de vendre son honneur pour un point d'audimat. La rupture est consommée, définitive. Mais si vous croyez que le temps, ce grand guérisseur, allait apaiser les rancœurs de cette nuit de 1997, vous sous-estimez cruellement la nature humaine. Comment cette guerre froide va-t-elle se poursuivre et empoisonner les 3 décennies suivantes ? Le temps efface tout, dit-on. Les blessures guérissent, les orgueils s'apaisent, sauf à la télévision. Faisons un bond dans le temps, nous sommes en 2015, 18 ans se sont écoulés depuis cette nuit fatidique. Au cours d'une interview, un journaliste pose une question simple à Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Quel a été le pire invité de votre carrière ? Pas une seconde d'hésitation. La réponse cingle, chargée du même venin qu'à l'époque. Ils nomment Patrick Timsit. Ils vont même plus loin. Ils l'insultent ouvertement. Ils le qualifient d'enfoiré, de divo capricieux qui auraient volontairement saboté leur travail pour faire l'intéressant. Incroyable inversion des rôles. Les bourreaux d'hier tentent de se draper dans le costume des victimes. Face à cette attaque sortie d'outre-tombe, comment réagit Patrick Timsit ? Va-t-il publier un long communiqué de presse ? Va-t-il courir sur les plateaux pour restaurer son image ? Non, Timsit est un homme d'une autre trempe. Sa réponse tient en quelques mots, des mots froids d'une limpidité absolue. Je les emmerde. C'est le mépris souverain, il refuse catégoriquement de se justifier d'avoir protégé son intégrité. Mais attention mes chers amis, ne soyons pas naïfs, ne faisons pas de Patrick Timsit un saint ou un chevalier blanc sans le moindre défaut. L'homme est complexe, souvenez-vous. 2 ans plus tard, en 1999, Timsit a lui-même franchi la ligne rouge, mais cette fois sur scène avec une blague extrêmement cruelle et maladroite sur la trisomie. Une erreur qui lui vaudra un procès retentissant et une profonde introspection. Alors, hypocrisie de sa part, pourquoi s'autoriser la pire cruauté sur les planches et s'offusquer d'une question télévisée ? C'est là que réside toute la subtilité de cette affaire, celle que les intellectuels comprendront. Pour Timsit, la scène est un espace de fiction, un lieu de transgression artistique où le public choisit et paie pour être bousculé. L'humour noir a ses codes. Mais un plateau de télévision, une émission grand public, censée être un lieu de promotion, ce n'est pas un théâtre, c'est le monde réel. Bataille et Fontaine ne faisaient pas de l'art dramatique, ils faisaient du commerce, le commerce de l'indiscrétion. 30 ans plus tard, regardez le contraste. D'un côté, des animateurs devenus le symbole d'une télévision passée de mode, ressassant de vieilles rancœurs pour grappiller un peu d'attention. De l'autre, un comédien qui a continué sa route avec brio,
un homme qui a su préserver son sanctuaire. Loin des caméras, Timsit a reconstruit sa vie avec discrétion aux côtés de sa compagne Valérie. Devenu père à nouveau sur le tard, à plus de 50 ans, d'un petit Lucien. Il a su protéger l'essentiel, les siens. Mais cette histoire de 1997 est-elle seulement une anecdote croustillante du passé, ou bien était-elle l'avertissement prophétique du monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui ? Aujourd'hui, près de 3 décennies nous séparent de ce coup d'éclat. 30 ans. Une éternité à l'échelle de la télévision. Pourtant, le fantôme de cette soirée de 1997 n'a jamais cessé de hanter les couloirs des grandes chaînes. Parce que voyez-vous, cet incident n'était pas un simple fait divers médiatique, c'était une prophétie, une faille sismique annonçant le grand tremblement de terre qui allait ravager notre paysage culturel. Regardez ce que Bataille et Fontaine ont enfanté. Leur émission, il n'y a pas photo, était le laboratoire expérimental d'un virus qui a aujourd'hui contaminé la quasi-totalité de nos écrans. Le voyeurisme n'est plus l'exception, c'est devenu la règle d'or. Le trash TV des années 90, avec ses gros sabots et ses questions indiscrètes, semble presque naïf face aux monstres voraces de notre époque. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, des algorithmes impitoyables, du clash permanent et de la course effrénée aux vues. Chaque parcelle d'intimité est immédiatement traquée, découpée, monétisée, puis jetée en pâture à une foule numérique toujours plus affamée. C'est précisément pour cette raison que la rébellion de Patrick Timsit résonne avec une clarté aussi aveuglante aujourd'hui. Cet homme n'était pas seulement un comédien blessé dans son orgueil. Il était, sans le savoir, l'un des ultimes gardiens du temple. Une vigie solitaire dressée sur le pont d'un navire en train de sombrer, qui hurlait pour nous alerter de la disparition tragique, de l'élégance à la française, ce panache, cette retenue, ce respect du mot juste et de la pensée complexe. Il a eu le courage inouï de tracer une ligne infranchissable sur le sol d'un plateau de télévision. Une frontière étanche entre la lumière de l'art et les ténèbres de l'indécence. En refusant catégoriquement de livrer la sécurité de ses enfants aux marchands de temps de cerveau disponibles, en balayant d'un revers de main la médiocrité ambiante, sur le plan visuel, pour imager cette intégrité inflexible, j'ai souvent pensé à la composition parfaite d'un cadre de cinéma. Une esthétique hyper réaliste, baignée d'une lumière dramatique et profonde. Un plan capté au travers d'un objectif de 85 mm, créant un bokeh absolu. Un flou magnifique qui supprime sans pitié tous les gens en arrière-plan, tous les textes distrayants, tout le bruit parasite, pour ne garder, au centre exact de l'image, que l'essentiel, pur et intact. La vérité nue d'un homme qui dit non. C'est exactement cette netteté morale que Timsit a défendue cette nuit-là. Il nous a rappelé, avec une violence salutaire, qu'un artiste n'est ni un animal de foire, ni un cobaye. Et par-dessus tout, il a prouvé que nous, le public, ne sommes jamais obligés d'avaler la soupe fade et empoisonnée qu'on tente de nous servir. Son départ fracassant était un acte d'amour et de respect immense envers les spectateurs. Une invitation majestueuse à élever notre niveau d'exigence. Alors, mes très chers amis, vous qui avez traversé les mêmes époques que moi, vous qui gardez en mémoire le parfum des émissions où l'on prenait le temps de s'écouter, où l'intelligence était invitée à la table des foyers français, je me tourne vers vous pour refermer ce chapitre fascinant de notre histoire contemporaine. Regardez l'écran qui vous fait face aujourd'hui. Zappez sur ces chaînes d'information en continu, observez ces arènes où l'on s'écharpe pour une poignée de clics. Qu'avons-nous réellement perdu en chemin depuis cet hiver 1997 ? Sommes-nous devenus, par lassitude ou par habitude, les complices silencieux de cette tyrannie du voyeurisme ? Ou reste-t-il au fond de nous cette flamme, ce panache à la Timsit, prêt à nous faire lever de nos chaises pour quitter la pièce quand le spectacle perd sa dignité ? C'est la question que je vous laisse en suspens. Et j'ai profondément hâte de vous lire. Prenez le temps, installez-vous,
Partagez avec moi, dans les commentaires juste en dessous, vos propres souvenirs de cette télévision d'avant, vos indignations, vos réflexions sur la tournure qu'ont pris nos médias. Cet espace commentaire, c'est notre salon, notre café du commerce, notre agora. Faisons-le vivre avec intelligence. Si cette plongée immersive au cœur d'une nuit de télévision mythique a su vous captiver, si vous appréciez les récits qui refusent la facilité et prennent le temps d'explorer l'âme humaine, alors je vous invite à soutenir concrètement mon travail. Appuyez sur ce pouce bleu, c'est un geste simple mais c'est notre meilleure arme pour dire à l'algorithme que la profondeur a encore sa place ici. Partagez massivement cette vidéo à vos amis, à ceux qui se souviennent, pour que l'histoire ne s'oublie pas. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, car je vous promets que nous avons encore de très grands destins et de très grands mystères à décrypter ensemble. Merci infiniment pour votre temps, pour votre écoute.